Tu t'es déjà réveillé après 8 heures de sommeil en te sentant plus fatigué qu'en te couchant. Et tu t'es dit que tu avais mal dormi. Mais est-ce que tu sais ce que ton corps était censé faire pendant ce temps-là? Franchement, non. Je croyais qu'il se mettait juste en pause. C'est ce qu'on croit tous. Alors aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte le sommeil avec Léo, le mythe des 8 heures, la dette qu'on croit rembourser le week-end, la mélatonine et le seul cas où il faut vraiment consulter. Première chose à se sortir de la tête, dormir, ce n'est pas éteindre. Pourtant, j'ai l'impression de disparaître pendant 8 heures. Toi oui, ton corps non. Pendant que tu dors, ton cerveau trie ce que tu as appris, tes hormones se recalant, ta température baisse, ton cœur ralentit. Ce n'est pas un interrupteur, c'est une équipe de nuit. Et une équipe de nuit, ça ne se juge pas au nombre d'heures où la lumière est éteinte. Ça se juge au travail qui a été fait. On commence par la phrase que tu as entendue partout. Ton cerveau se lave pendant la nuit. Tu l'as déjà entendue, celle-là? Oui. C'est pour ça qu'il faut dormir, non? Pour évacuer les déchets? C'est l'hypothèse dominante depuis une dizaine d'années. On l'appelle le système glymphatique. La nuit, du liquide circulerait plus vite autour de tes neurones et emporterait les déchets de la journée. Sauf qu'en 2024, une équipe a mesuré l'inverse. Chez la souris, l'élimination serait plus rapide à l'éveil qu'au sommeil. Attends, donc on m'a menti? Non, on t'a raconté une hypothèse comme si c'était un fait. La même année, d'autres travaux ont soutenu le nettoyage et l'ont même observé pour la première fois chez l'humain. Le débat porte sur la méthode, où on injecte le traceur. Alors voilà ce qu'on sait vraiment. Que le sommeil consolide la mémoire et recale tes hormones, ça, c'est solide. Que ton cerveau fasse le ménage la nuit, c'est probable, et c'est encore discuté. C'est bizarre d'entendre quelqu'un dire on ne sait pas. C'est pourtant la seule phrase honnête quand c'est le cas. Une science qui se corrige, c'est une science qui marche. Passons à ce qui est solide, ce qui se passe vraiment heure par heure. Pourquoi tu peux te réveiller vaseux après 9 heures de sommeil et frais après 6? Parce que j'ai trop dormi? On dit que trop dormir, ça fatigue. Non, c'est une question de moment. Ta nuit n'est pas un bloc. Elle est faite de cycles qui s'enchaînent. Sommeil léger, sommeil profond, puis le sommeil paradoxal, celui où tu rêves. Un cycle dure entre 80 et 100 minutes. On dit souvent 90, mais c'est une moyenne. Selon les gens, ça va de 60 à 120. Imagine un escalier que tu descends et que tu remontes 4 à 6 fois par nuit. Si ton réveil te cueille tout en bas, en plein sommeil profond, tu te lèves groggy. S'il te prend en haut de marche, tu te lèves bien. Donc ce n'est pas la durée, c'est l'endroit où on te réveille. Exactement. Et ça, aucune application ne le devine parfaitement. Le seul réglage qui marche vraiment, c'est de se coucher et se lever à des heures stables. Ton corps finit par caler ses cycles dessus. Et maintenant, le chiffre que tout le monde répète. 8 heures. Il vient d'où ce chiffre, à ton avis? Ben, c'est ce qu'il faut, tout le monde le sait, non? C'est un arrondi. Les sociétés savantes du sommeil aux États-Unis ont fait le travail. Leur recommandation, c'est 7 heures ou plus par nuit. Pas 8, 7 ou plus. Et le détail que personne ne reprend jamais. Ils ne fixent aucune limite haute. Aucune. Certains adultes ont besoin de plus de 9 heures. Et ce n'est pas un défaut. Donc dormir 9 heures, c'est pas être une marmotte? Non. En revanche, il y a bien un plancher. 6 heures ou moins, c'est déclaré insuffisant pour la santé. 8, ce n'est pas une cible à atteindre. 7, c'est un plancher à ne pas passer. C'est comme la pointure moyenne d'un pays. Elle existe, elle est calculable. Mais personne ne devrait acheter ses chaussures avec. Bon, et quand on n'a pas eu ces heures, on fait quoi? La semaine, tu dors 5 heures, et le samedi, tu en fais 11. Tu es à jour? Bah oui, je rattrape, c'est le principe du week-end. Une étude l'a testé exactement comme ça. 5 heures par nuit, pendant 5 jours, puis 2 jours à dormir librement. Résultat, la sensibilité à l'insuline n'était pas revenue à la normale. Et il y a pire. Chez ceux qui avaient récupéré le week-end, la sensibilité à l'insuline des muscles et du foie était même plus dégradée qu'avant. Attends, donc rattraper, ça peut être pire que rien. Sur ce marqueur-là, dans cette étude, oui. Parce que le week-end, tu décales aussi tes horaires. Tu te couches à 2 heures. Tu te lèves à midi. Ton corps prend un décalage horaire sans avoir pris l'avion. La dette de sommeil, c'est un découvert. Tu peux rembourser une partie du capital. Les agios, eux, restent. Alors,
Si ce n'est pas le nombre d'heures, c'est quoi le vrai bouton de réglage? Qu'est-ce qui règle ton horloge interne, d'après toi? L'heure à laquelle je me couche, non? La lumière. C'est de loin le signal le plus puissant et c'est celle du matin qui compte le plus. Ton horloge est la plus sensible dans les 2 heures qui suivent ton réveil. Et là, il faut que tu vois les chiffres, parce qu'ils sont énormes. Chez toi, sous les lampes, tu es entre 100 et 500 lux. Dehors, un matin gris, sans soleil, 10 000. 10 000 contre 500, même sans soleil? Même sans soleil. En plein soleil, on dépasse 50 000. C'est pour ça que je suis près de la fenêtre n'a rien à voir avec je suis sorti. Ce n'est pas le même ordre de grandeur. 10 minutes dehors le matin, même sous un ciel couvert, valent plus pour ton sommeil que n'importe quelle tisane du soir. Ce qui nous amène à la petite gélule que tout le monde a dans son tiroir. La mélatonine, c'est un somnifère? Oui, ça assomme. Enfin, c'est censé. Ce n'est pas un somnifère. C'est un signal horaire. Ton cerveau en fabrique quand la lumière baisse pour dire au reste du corps la nuit commence. Ce n'est pas le bouton qui éteint, c'est la sonnerie qui annonce la fermeture. Et quand on mesure ce qu'elle fait vraiment sur l'endormissement, les méta-analyses trouvent un gain d'environ 7 minutes. 7 minutes? J'en prends depuis 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien. Elle est utile quand ton horloge est décalée. Décalage horaire, travail de nuit, endormissement très tardif. Là, elle fait son métier de signal. Mais si tu la prends pour t'assommer, tu attends d'elle quelque chose qu'elle ne fait pas. Et une mise en garde. Chez l'enfant, en cas de traitement en cours ou de grossesse, ça se décide avec un médecin. Maintenant, les 2 faux amis, ceux que tu prends pour des alliés. Le petit verre du soir, ça t'aide à dormir? Ah ça oui, 2 verres, et je dors comme un bébé. Tu t'endors plus vite, c'est vrai. Et la première moitié de nuit est même plus profonde. Le problème, c'est la seconde. L'alcool supprime le sommeil paradoxal, celui des rêves. Puis, quand ton corps l'a éliminé, tout remonte d'un coup. Rebond de paradoxal, réveil, nuit hachée. Un somnifère qui s'arrête à 3 heures du matin. C'est donc ça les réveils à 4 heures sans raison. Souvent oui, et ça arrive dès des doses faibles, d'autant plus que tu bois près du coucher. Le deuxième faux ami, c'est la caféine. Sa demi-vie est d'environ 5 heures. Ça veut dire que ton café de 16 heures à 22 heures, il en reste encore la moitié de la moitié dans ton sang. Et cette demi-vie varie énormément d'une personne à l'autre, d'1 heure et demie à plus de 9 heures. C'est pour ça que ton collègue dort après son expresso du soir et pas toi. On y reviendra dans une vidéo entière. Et la sieste dans tout ça? On te dit que la sieste bousille la nuit. Vrai ou faux? Vrai. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Du coup, je me force à tenir. Ça dépend entièrement de sa durée. 10 à 20 minutes, tu restes dans le sommeil léger, tu remontes facilement et tu repars net. Entre 30 minutes et 1 heure, tu plonges dans le profond. Et si le réveil te sort de là, tu récoltes ce qu'on appelle l'inertie de sommeil, cet état de brouillard qui met une bonne demi-heure à se dissiper. 20 minutes, c'est un café. 1 heure et demie, c'est un décalage horaire. Entre les deux, c'est la mauvaise idée. Parlons de l'objet que tu as dans la main au moment de te coucher. C'est vraiment la lumière bleue, le problème? Oui, c'est pour ça que j'ai mis le mode nuit orange. La lumière compte, on vient de le voir. Mais un écran à 30 cm, ça reste très loin des 10 000 lux du dehors. Le filtre orange ne règle donc pas grand-chose à lui seul. Ce qui te tient éveillé, c'est surtout ce que tu regardes dessus. Une série qui monte, un fil d'actualité, un message qui t'agace. Ce n'est pas la lampe qui t'empêche de dormir, c'est ce qu'il y a dessous. Le réglage qui marche n'est pas un filtre, c'est une règle. Le téléphone ne dort pas dans la chambre. Et maintenant, le chapitre le plus important de cette vidéo. Tu ronfles fort et tu es épuisé toute la journée malgré des nuits complètes. Je ronfle, oui, mais bon, ça embête surtout les autres. Pas seulement. Chez certaines personnes, la gorge se referme pendant le sommeil et la respiration s'arrête, quelques secondes, des dizaines de fois par nuit. C'est l'apnée du sommeil. À chaque fois, ton cerveau te réveille juste assez pour rouvrir le passage. Tu ne t'en souviens pas. Mais tu n'as jamais vraiment dormi. C'est un tuyau d'arrosage qui se plie toute la nuit sans que tu le saches. Et on peut vivre des années sans le savoir? C'est même le cas le plus fréquent. La grande majorité des cas ne sont pas diagnostiqués. Les signes sont mis sur le compte de l'âge, du stress, du travail. Et non traités, l'apnée pèse sur le cœur et la tension. Alors, si tu ronfles fort,
qu'on t'a déjà dit que tu t'arrêtais de respirer et que tu es somnole la journée. Ça ne se bricole pas avec une application. Ça se diagnostique. Parle-en à ton médecin. Dernier chapitre. Et il répond à la question que tu te poses depuis le début. Si je dors mal depuis des mois, la solution c'est le cachet. J'imagine que le médecin m'en donnera, oui. C'est là que la plupart des gens sont surpris. Les recommandations, américaines comme européennes, placent en première intention non pas un médicament, mais une thérapie. La thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Une thérapie pour dormir? Oui, on y retravaille les horaires, le temps passé au lit et les pensées qui tournent quand tu ne dors pas. Et ces recommandations disent explicitement de ne pas commencer par un médicament. Les somnifères existent et ils ont leur place, mais ils sont autorisés pour des durées courtes, de l'ordre de quelques semaines. Ils masquent le symptôme, ils ne réparent pas le sommeil. Et une chose très importante, si tu prends déjà un traitement, tu ne l'arrêtes jamais seul. Jamais. L'arrêt se prépare avec ton médecin. Alors, concrètement, qu'est-ce qui marche vraiment? 1. Des horaires stables. Se lever à la même heure, même le week-end, c'est le geste qui a le plus d'effet et c'est le moins spectaculaire. 2. De la lumière dehors le matin. 10 minutes, même sous un ciel gris. 3. Pas de caféine après le début d'après-midi, si tu y es sensible. 4. L'alcool, pas comme somnifère. Il te coûte la seconde moitié de ta nuit. 5. Le téléphone hors de la chambre. Pas en mode nuit, dehors. 6. Si ça dure depuis plus de 3 mois, ce n'est plus une question d'habitude. C'est une insomnie chronique et ça se traite. Tu en parles à ton médecin. Et aucun des 6 ne coûte quoi que ce soit. C'est souvent comme ça. Ce qui marche est gratuit, ennuyeux et régulier. Ce qui se vend est spectaculaire et modeste. Alors dis-moi en commentaire, lequel des 6 tu ne fais pas encore? Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. On démonte un mythe de santé par vidéo, source à l'appui. À bientôt.